Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau temps long. Aujourd'hui avec Marie, nous avons le plaisir de recevoir Francis Vidal, le fondateur de l'association Allez les filles. Bonjour Francis. Salut. Alors première question, d'où vient Francis ? D'où tu viens ? Ah, je suis né dans les bois, dans la forêt de la Double, en Dordogne. Un soir d'hiver, une nuit d'hiver, ce qui fait que je suis né tout seul avec ma mère et ma grand-mère. Parce que mon père était parti en vélo à travers les bois chercher le médecin. Et comme c'est le 14 février, il faisait froid. Et il a mis un certain temps avant de trouver le médecin. Et donc quand ils sont arrivés, j'étais né avec deux femmes près de l'étable. Un peu comme le petit Jésus, finalement. Et à Bordeaux, l'histoire, elle commence quand ? D'abord, je suis arrivé à Bègle, impasse Bouteiller, où il y avait un personnage prestigieux qui habitait, puisque c'était le maire de Bègle, Duhourquier. Voilà. Que je terrorisais quand j'étais enfant, parce que je jouais dans cette impasse et il faisait la sieste les après-midi et sa femme m'engueulait parce que je réveillais monsieur le maire. Donc j'étais déjà un rebelle à 4 ans et demi. Alors, pour expliquer un peu à nos auditeurs et nos auditrices, Allez les filles, c'est une association musicale, et si je voulais qu'on ait cette conversation, interview, discussion, c'était aussi pour présenter un peu tout le travail que tu accomplis maintenant depuis plusieurs années à Bordeaux sur la musique, et la question que j'avais en tête depuis un petit moment, c'est d'où vient cette passion, ce goût pour la musique ? Je n'en sais rien, parce que dans ma famille, il n'y a personne qui aime la musique. Je suis le seul. Bon, j'étais plutôt malvoyant, donc peut-être que ça a fait que mon oreille s'est développée inconsciemment, puisque quand j'avais 16 ans ou 17 ans, j'avais reconnu la voix de l'électricien qui venait relever le compteur électrique quand j'avais 3 ans. Donc, mon oreille marchait mieux que mes yeux. Sans le faire exprès, hein, c'est comme ça, c'est la nature. Bah alors attends, parce que tout à l'heure on discutait avant de commencer cette interview, t'as été dans l'armée pendant quelques années, après le bac, si je résume, parce que tu savais pas trop où tu voulais aller ni quoi faire, et t'as signé pour 5 ans, et là tu me racontais que t'avais... tu tenais quoi ? Comment ça s'appelait le... Tu m'as dit, je tenais le bar, il y avait un mot, j'ai oublié. Ah, j'étais les 3 dernières années que j'ai fait à l'armée, j'étais le gérant du foyer du soldat. Donc, je m'occupais du jukebox, du cinéma aussi, de la bibliothèque, de la sono, une bouillée, très bonne sono, donc, et des coiffeurs. C'était comme ça, dans cette caserne-là, quand on était gérant du foyer du soldat. Donc on faisait les commandes de boissons, tout ça, de sandwich, et puis je faisais la comptabilité aussi. Et à ce moment-là, tu allais déjà un peu dans les concerts quand tu avais du temps libre parce que tout à l'heure, tu me disais que tu avais découvert aussi un peu la musique à ce moment-là, peut-être, ou c'était arrivé avant ? Non, je l'ai découvert... Je l'ai découvert à la radio parce que dans les années 50, la seule chose qu'il y avait dans toutes les maisons françaises, c'était le poste de radio. Et donc, j'ai même une très bonne mémoire des choses qui me plaisaient à ce moment-là à la radio. Bizarrement, j'adorais cette chanson de Jacques Brel, La valse à 1000 temps, parce que pas un truc pour vraiment les gosses.
Mais je sais pas, ça me plaisait parce c'était long. C'était un peu une espèce d'épopée musicale. Ça n'avait pas vraiment un format pop non plus. J'aimais beaucoup aussi Gilbert Bécaud, notamment cette chanson Et maintenant, que vais-je faire ? Et puis après, un truc qui me reste en mémoire et qui a vraiment là un format pop un peu bêta, c'est Bambino par Dalida. Il y en a certainement d'autres, comme peut-être Marcel Amont, ou des trucs comme ça, ou des choses qu'on entendait, que je n'aimais pas spécialement, mais il y avait Guy Béard, il y avait puis d'autres, quoi. Ça, c'était... J'habitais rue Buan à cette époque. Où tu es toujours maintenant, je crois. Et où je suis revenu par hasard. Alors, du coup, après l'armée, qu'est-ce qui s'est passé ? Après l'armée, je suis parti. J'avais lu Jacques Kerouac sur la route, donc j'ai voulu faire pareil. Et galoper un peu à l'aventure. Donc j'ai fait tout le sud de l'Europe pendant 1 an. Donc après l'armée, où il fallait obéir, même si au foyer du soldat, je jouissais d'une très grande liberté, faut bien le dire. Surtout que je faisais de la course à pied, donc la course de fond, et du marathon. C'est là où j'ai découvert le marathon à l'armée. Donc le colonel étant un grand fan de sport, tout en étant alcoolique. Oh, c'est pas incompatible. Ce qui n'est pas incompatible. Je jouissais d'une grande liberté d'action parce que je faisais partie de l'équipe du régiment, de l'équipe de cross et de l'équipe du marathon et semi-marathon. Donc, on me laissait tranquille. C'est le sport, ça sert aussi à ça, à avoir une forme de liberté. Dans un endroit où on t'en prive, en règle générale. Et après l'armée, donc j'ai vadrouillé à droite et à gauche. J'ai eu le malheur de revenir chez mes parents pour 1 mois, comme ça, avant de repartir. Et là, je me suis fait remonter par les bretelles par mon père. Oui, mais qu'est-ce que tu vas devenir ? Tu n'as pas de métier, nanana, nanana. Voilà. Et donc... je me suis mis à faire le même métier que lui, représentant de commerce en vêtements. Oui, parce qu'à un moment, tu avais vendu des vêtements. J'avais lu ça dans le livre Bordeaux Rock. Après, j'ai baigné dans la SAP parce que mon père faisait ça. Et puis aussi, à cette époque-là, rue Buan et rue Bouquière et rue Saint-James. On est en quelle année, là, à peu près ? J'ai dû arriver par là vers 55 ou 56. Je me rappelle très bien de 56 où il avait neigé et où les gens faisaient du ski rue Buan. C'était le sentier bordelais et les grossistes et tout ça. Et donc j'allais à l'école avec les fils des grossistes. Mon père était représentant pour certains de ces grossistes. Donc j'ai baigné dans le vêtement dès l'âge de 6 ans. Donc on s'intéressait à la mode à la maison. Donc après l'armée, tu as été représentant de commerce. Voilà, je suis retombé dans la mode. Qui ne t'a jamais lâché depuis. Non. Non, j'adore les sapes. Ah, c'est mon côté féminin. Un de mes côtés féminins. Et alors du coup, ça a duré combien de temps ? 7 ans. 7 ans. À peu près. Parce que tu as été disquaire aussi, je crois. Après, quand mon père est mort, le cordon ombilical a certainement été coupé et j'ai tenté l'aventure totale. C'est-à-dire faire des choses sans but précis. Donc je me suis retrouvé à vendre des sapes d'occasion sur le marché à Saint-Michel. Au bout de 3 mois, les sapes, c'était bien, mais bon, la musique me courait après. Et donc, je me suis mis à acheter des disques d'occasion et à les revendre.
Et puis à faire aussi un peu d'import et des choses comme ça. Et j'ai fait ça peut-être 2 ans, Place Saint-Michel. Elle s'est fait comment la bascule à ce moment-là? Parce qu'il y avait déjà la musique alors du coup. Mais moi, la musique, elle est avec moi depuis tout le temps, hein, en fait, puisque j'étais peu voyant, mais j'entendais bien. Et les sons, mais ça me plaisait, quoi. T'écoutais quoi à ce moment-là? À quelle époque? Quand tu commençais à les vendre d'occasion, à faire de l'import, de l'export Ben, moi, j'avais rencontré les gens qui avaient fabriqué le festival Mont-de-Marsan. Bon, moi, j'écoutais ma base, c'est le rock, hein, le rock, le punk, c'est ma base. Et après, j'ai écouté la suite, hein, parce que après le punk, il y a eu le post-punk, il y a la deuxième vague de punk, il y a la oi music, il y a la new wave, il y avait plein de noms, hein. La musique industrielle, tout ça. J'écoutais Cabaret Voltaire, j'écoutais, je sais pas, Einstürzen Neubauten, j'écoutais tout ce qu'il y avait, sauf de la musique classique et sauf du jazz. Après, le reste, c'était libre. J'étais libre. J'ai exploré tous les territoires, hein. J'ai habité dans l'est de la France aussi, donc on a eu droit très de bonheur au krautrock et à toutes ces choses-là. Enfin, tout ce qui fait la musique. Et après, la musique, c'est excitant et tu peux en écouter beaucoup si tu n'écoutes pas toujours la même chose. Mmh. Parce que tu as habité dans l'est de la France, tu disais, pendant combien de temps? Quand j'étais à l'armée, j'ai fait Verdun, tous les beaux noms de cette région-là, Verdun, Metz, Strasbourg. Et à Metz, j'ai découvert, puisque tout contre notre caserne, il y avait une maison Culture et Liberté. C'est une espèce de MJC plutôt sociale, qui n'existe qu'en Lorraine et qu'en Alsace. Donc le directeur faisait aussi s'occuper des fugueurs et de tous les problèmes qu'avaient les jeunes, parce que ça c'était en 72, donc la découverte du LSD, la découverte du hashish, de l'herbe et tout ça. Et donc, ça a commencé déjà à traumatiser certains jeunes. Ce qui nous amène à cette première pause musicale avec la chanson Déraillée du groupe Basse Basse Gâterie.
pousser la monnaie. Inspirer, expirer, ressasser les pensées. S'activer, allonger, manger, allonger, baiser, allonger, rester allongé, rester allongé, déraille, déraille, rester couché, déraille, déraille, rester planqué, déraille, déraille, rester couché, déraille, déraille, dévaler l'escalier, lécher le cendrier, coller, baver, regarder le plancher, angoisser, allongé, mais rester allongé, manger les idées, déchirer les papiers, rester couché, déraille, déraille, rester planqué, déraille, déraille, rester couché, dérailler, dérailler, rester planqué, dérailler, dérailler, jurer de s'habituer et ne jamais changer, défoncer sans fumer et mater la télé, rester planqué, dérailler, dérailler, rester couché, déraille, déraille, s'affamer, brûler, agripper l'oreiller, arracher, vider, puis cramer le sommier, rester planqué, déraille, déraille, rester couché, déraille, déraille, fumer le papier, déchirer les souliers, avaler les cachets, inspirer la fumée, rester planqué, déraille, déraille, rester couché, déraille, déraille, s'affamer, brûler, agripper l'oreiller, dévaler l'escalier, lécher le cendrier, coller, baver, regarder le plancher, angoisser, allongé, mais rester allongé, défoncer sans fumer, mater la télé, rester planqué, déraille, déraille, rester couché, déraille, déraille, rester planqué, déraille, déraille, s'affamer, brûler, agripper l'oreiller, avaler les cachets, rester planqué, rester couché, déraille, déraille, rester planqué, déraille, déraille, mâcher les idées, déchirer les papiers, coller, baver, regarder le plancher, tousser, cracher, expulser la beauté, dévaler l'escalier, lécher le cendrier, s'affamer, brûler, agripper l'oreiller, arracher, vider, puis cramer le sommier, avaler les cachets, avaler, avaler, rester couché, dérailler, dérailler, rester planqué, dérailler, dérailler, rester couché, dérailler, dérailler, rester planqué, dérailler, 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 dérailler. Du coup, parce que t'avais un local à ce moment-là quand t'étais disquaire, ou c'était sur les marchés? À quel moment? Non, pendant 2 ans, j'ai fait les marchés, et après, on a trouvé un local qui n'était pas très cher, et là, on s'est installé, pareil, avec le côté vêtements, fripe et neuf, 60s. Ça a duré combien de temps? 2 ou 3 ans, je sais pas. D'accord. Jusqu'à ce qu'on en ait marre. Parce que bon, après, t'as été, si je dis pas de bêtises, alors je n'ai pas l'ordre chronologique, mais t'as été programmateur dans tout un tas de salles de Bordeaux. Comment t'en es arrivé à faire ça? Moi, après, je cherchais pas à être programmateur, hein, en fait. Moi, je voulais être DJ. Donc, j'ai atterri au Luxor parce que je connaissais le patron. Je lui vendais, il achetait tous ses disques dans le magasin de disques que je tenais. Et c'était un copain à moi qui s'appelait Philippe Pellegris, qui était aussi le manager des stagiaires, dont le chanteur s'appelle Didier Moreau, et donc s'occupe de Bordeaux Rock.
Et puis un jour, notre camarade Philippe, dit Pélos, a disparu de la circulation et il est parti sans rien dire. Et moi, comme j'ai arrêté le magasin à ce moment-là, j'ai été voir le patron du Luxor pour lui dire « Tiens, tu cherches pas un disquaire ?» Il m'a dit « Ouais, pourquoi pas ?» Et voilà comment j'en suis arrivé là. Et puis, au bout de quelques mois, il m'a dit « Ce serait quand même mieux que ce soit toi qui t'occupes des groupes. » Parce qu'on n'utilisait pas ce mot programmateur. Et donc, je lui ai dit « Ah bon, tu crois ?» Il m'a dit « Je crois pas, j'en suis sûr. » Bon, je lui ai dit « Si ça te fait plaisir, je vais m'en occuper. » Mais après, si tu veux, on parlait pas d'argent ni rien. Hein. Ça me rapportait rien. C'était vers quelle année, ça, à peu près ? Là, c'était début 85. D'accord. Et donc, effectivement, il avait eu raison. C'était bien que ce soit moi qui m'en occupe. Après, les gens ont dit « Ah, mais c'est Francis qui s'occupe de la programmation du Luxor, parce qu'on va aller le voir. » Parce qu'en fait, le Luxor, c'était la 5e roue de la charrette à Bordeaux dans les clubs, parce qu'il y avait le Performance, il y avait le Babylone, et puis 2 autres clubs dont je ne me rappelle pas le nom, mais que les groupes en général choisissaient parce que ça faisait mieux de jouer là qu'au Luxor. Mmh. Donc en fait, moi au Luxor, comme les bons groupes bordelais ne venaient pas jouer là, j'ai essayé de faire jouer les autres, ce que les autres clubs ne voulaient pas. Et donc, ah oui, il y avait le Jimmy aussi, dans les 4 roues. Pourtant, celui-ci, tu l'as connu, je crois. Oui. Mais ça, on y reviendra plus tard. Et un jour, Philippe Labéry, donc, qui était manager de Kid Pharaon, il me dit, tiens, il y a Thierry, il a des copains, ils cherchent à jouer à Bordeaux, ils ont joué au Jimmy, mais ça leur a pas plu, et ils n'ont pas l'impression que leur musique a beaucoup plu aux gens qui s'occupaient du Jimmy. Donc, si tu veux, tu peux les faire jouer. Et c'était un lundi. Et pourtant, c'était pas loin, le Jimmy du Luxor. Non, ouais. C'était un lundi. Je crois que c'était le 21 octobre. Et donc, les Tugs sont venus jouer, puisque c'était eux. Et il y a eu plein de monde. Et je pense aussi que surtout après leurs concerts, parce que les concerts ont été tôt au Luxor, parce qu'on était emmerdés par les voisins, donc il fallait que ça se finisse déjà à 10h, 10h30. Et après, je pouvais passer de la musique jusqu'à 2h du matin. Et comme j'avais bien compris que ce que les Tugs aimaient, c'était un peu la même chose que moi, et donc j'ai passé de la musique après leur concert. Et je pense que c'est aussi ça qui les a séduits, c'est qu'on parlait le même langage. Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La musique, c'est aussi l'art de la parole et de l'action. Donc, on peut parler entre personnes qui aiment la musique, on se parle avec des morceaux, avec des chansons, avec des choses comme ça, et ce que j'ai passé, ça leur a parlé. Et je pense qu'il n'existait pas beaucoup d'autres endroits comme celui-là en France. Qui passaient de la musique après les concerts ? Qui passaient la musique qui allait bien avec le groupe d'avant. Il y a eu quoi comme noms qui sont passés au Luxor, qui ont résonné par la suite ou pendant ? Mais presque tous en fait, parce que ceux dont les autres ne voulaient pas, finalement quelques années plus tard, le public en a voulu. Il y a eu les Coronados, dont je suis en train de lire un livre de Patrick Scarzello, qui interviewe le bassiste Calvez. C'est ce que je lis en ce moment. Et le
troisième que j'ai fait passer cette année-là, en 85, et qui a marqué un peu les esprits, c'est les Hot Pants, parce qu'il y avait Manu Chao dedans. Voilà, c'était la première fois qu'il jouait à Bordeaux. Et je l'ai fait jouer à peu près 10 fois avant que les autres remarquent cet artiste pourtant si remarquable. Et après, le Luxor, ça a duré combien de temps? Toi, t'as travaillé là-bas combien de temps? Je sais pas, 2 ou 3 ans. Ouais. Après, j'ai fait jouer les Shérifs, j'ai fait jouer Parabellum, OTH, les Rats, les Vampas, les Garçons Bouchers, Pigalle, Los Carayos, enfin tous les groupes du Gros François y ont joué. Le premier, ça a été Pigalle, en duo, boîte à rythme, et ils étaient 2, et avec une boîte à rythme. Après, on a fait jouer Los Carayos, où ils jouaient aussi, où il y avait Manu Chao dedans. Il y avait le guitariste de Parabellum, il y avait Antoine Chao, qui fait une belle carrière dans la radio, je crois. Il y avait dans ce groupe, il y avait Alain Vampas qui jouait de la contrebasse. Et puis après, ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été de faire jouer les Garçons Bouchers. Mais bon, comme en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces saloperies, le Gros François m'a dit Francis, tu veux pas faire jouer les Garçons Bouchers? Je lui ai dit non. On parle de François G. Lazaro, là, c'est ça? Oui. Ouais, juste qu'on soit sûr. On l'appelait le Gros François, mais bon, maintenant, faut faire attention à ce qu'on dit, donc je n'ai pas dit le Gros François. Non, t'inquiète pas. Mais c'est comme ça que tout le monde l'appelait. Et ouais, c'était François G. Lazaro. On a discuté au comptoir de son concert et ça a été fait en 10 minutes parce que ça va beaucoup plus vite quand on est face à face et qu'on peut se parler en vrai. Donc je lui ai dit non, moi ça me plaît pas. Après j'ai demandé à des copains qui sont dans le punk, qui m'ont dit que c'était nul, les Garçons Bouchers. Et il me dit, ça l'a pas offusqué parce que je pense que j'étais pas le premier à lui dire. Il me dit, mais où veux-tu que j'aille jouer? Je connais que toi à Bordeaux. Bah je lui ai dit... Il me dit, t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème, je gère le public. Et donc, je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, t'as qu'à venir jouer. Et ils sont venus jouer, et il a géré le public. Parce qu'il y avait pas mal de punk, et justement, les voisins du haut de la rue Judaïque n'aimaient pas tellement... le punk. L'aspect de ces gens-là, ils étaient effrayés comme beaucoup de monde, d'ailleurs toujours actuellement. Donc voilà comment ça s'est passé. Et, j'ai fait jouer aussi, finalement, il y a eu Kid Pharaon, du coup, qui est aussi... Et après, les groupes de Bordeaux sont venus jouer, donc il y a eu Kid Pharaon qui est venu jouer, il y a eu Art 314, il y a eu d'autres groupes de Bordeaux, qui jusqu'à présent ne venaient pas jouer au Luxor parce que c'était trop cloche. Mais ayant fait nos preuves avec des groupes français qui sont peu à peu devenus importants, ils y sont venus. Et après le Luxor, alors qu'est-ce que t'as fait? Après le Luxor, comme je m'étais un peu engueulé avec Gilles, je suis parti au Babylone où je faisais 3 jours et 3 jours au Luxor. Et puis après, j'ai été au Faucon Maltais. Après, j'ai atterri au Jimmy. Le Jimmy, c'était vers la fin des années 90, non, c'est ça? Je suis arrivé au Jimmy en août 88 parce que le Faucon Maltais avait été vendu et que les nouveaux propriétaires ne voulaient pas de l'équipe du Faucon Maltais, dans laquelle il y avait bien Corinne Malaval et son mari, entre guillemets, Olivier Svan. Voilà, donc ils n'avaient pas voulu de nous, donc moi je me suis retrouvé au Jimmy, et puis quelques mois après, Olivier Svan est venu me rejoindre au bar. Et le Jimmy, là, tu y es resté une dizaine d'années? Quand je suis arrivé au Jimmy, en fait,
c'était un endroit qui était au bord du précipice, tout comme quand je suis arrivé au Babylone, c'était des endroits qui étaient prêts à déposer le bilan et que j'ai remonté sans le vouloir et sans faire exprès, hein, d'ailleurs. Parce que moi, en fait, je ne faisais pas exprès. Hein, je ne me rendais pas tellement compte qu'il y avait plein de gens qui me suivaient et qui aimaient ce que je faisais. Et donc, le Jimmy, c'était un bar très, très ringard. Et donc, peu à peu, je l'ai transformé en quelque chose d'un lieu avec une programmation très variée, Oui, parce que très pointue, mais aussi avec des choses ringardes, parce que j'avais conservé ça, parce que c'était... quand on faisait, je sais pas moi, on faisait 250 ou 300 concerts par mois, hein, c'était hallucinant. Hein. Donc il en fallait pour tous les goûts. Parce que c'est assez marrant, parce que tu dis que c'était un endroit ringard, mais et après qu'il a été transformé, mais c'est devenu un endroit qui est resté important dans l'imaginaire collectif, le Jimmy. Moi, quand je parle avec des personnes un peu plus âgées que moi, tout le monde me parle de ça et parle assez peu des... Le Luxor, si, un peu peut-être, mais assez peu parle des autres clubs dont tu as parlé juste avant. Qu'est-ce qui a fait que justement le Jimmy est resté dans la mémoire collective comme ça ? Parce qu'il y a eu tout un tas de légendes qui sont venues jouer là, en fait. Après, ce que les gens ne comprennent pas, et qui devraient comprendre, en fait, c'est que moi, j'agis avec mon esprit, quoi, en fait. Mon esprit essaye de s'adapter au lieu où je suis, mais en fait... tout ce que je fais, c'est la même personne qui le fait et qui a le même esprit. Hein. Je n'ai pas trop changé. Après, au fur et à mesure, mes goûts s'élargissent, mais... Juste pour information, il y avait quelle capacité dans ces clubs-là, à peu près? Le Luxor, le Jimmy, le Babylone, c'était une capacité... Le Luxor... je sais pas trop jusqu'à combien on est monté, 250, 300. Mais après, ce qu'il y avait de problématique au Luxor, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'aération, ou alors une aération tellement ridicule que ça dégoulinait, ça ruisselait de partout quand il y avait beaucoup de monde. C'était ça le problème. Après, le Faucon Maltais, le Babylone, il faisait des concerts aussi, même si à mon époque, je ne suis pas resté très longtemps parce que ça a fermé assez rapidement. Donc je n'ai pas eu le temps de faire les concerts, mais il y en a eu. Et il rentrait, 200 personnes. Mais bon, quand je dis 200 personnes, c'était pas 200 personnes qui entendaient très bien la musique ou qui voyaient très bien le groupe qui jouait. Hein. Attention. De même qu'au Faucon Maltais, c'était un peu la même chose. On avait fait jouer, je crois, un jour, je sais pas si c'est les Vampas avec les Shérifs, hein. Un truc comme ça. Il y avait 2 étages au Faucon Maltais, donc il y en a qui étaient à l'étage. C'était où ? Il n'y a rien. Hein. C'était à quel endroit ? C'était à Talence. D'accord. C'est appelé le Swing Marine après mais oui, d'accord. notre départ. Ouais, je vois très bien, c'est sûr. Mais on a fait jouer des trucs incroyables hein, là-bas. Ouais, je vois très bien le Swing Marine, oui, qui avait été tenu par William et Hakim. Voilà, c'est ça. C'est eux qui ne voulaient pas de nous. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Je me suis jamais... je suis resté copain avec Hakim. Hein. Et alors, le Jimmy, lui, il pouvait recevoir combien de personnes ? Après, c'est pareil. Au Jimmy, quand on y rentrait, on avait l'impression qu'on pouvait y mettre 100 personnes. Hein. Je pense qu'on est arrivé jusqu'à 400. Mais c'est pareil, il y avait un étage. Ceux qui étaient à l'étage ne voyaient pas grand-chose et n'entendaient pas grand-chose non plus. Et t'es resté combien de temps au Jimmy ? Oh là, 7 ans. 7 ans. Je suis parti 1 an au Dorémy et j'y suis revenu faire des concerts avec les filles. On en faisait une 50aine par an.
Mais tout ça, période Jimmy, je travaillais à Barbey aussi en même temps. Et à un moment donné, même, je travaillais au Dorémy à Barbey. Barbey, ça a été monté en quelle année? À la fin des années 80, je pense que l'association CCS est venue faire des concerts là-dedans, vers cette époque-là. D'accord. Et du coup, allez les filles, comment est venue cette idée de monter cette association? Pourquoi? Comment? Où? Quand? En fait, les gens croient toujours que ce sont mes idées, mais moi je suis un peu médium, je sais pas comment on pourrait appeler ça, médium, un peu social. Bah après social, forcément on l'est, hein, parce que moi j'aimais beaucoup aller dans les magasins de disques à ce moment-là, pour parler avec les gens, pour parler avec ceux qui tenaient le magasin de disques, pour parler avec les clients qui y venaient. Et donc, en fait, ce que les gens croient être mes idées, en fait, c'est aussi en même temps l'idée des autres, l'idée des autres personnes qui sont mélangées avec les miennes. C'est pas tous mes idées en fait. Donc Allez les filles, c'est créé à cause des filles, parce que j'avais plein de copines qui travaillaient. Je travaillais à Barbey à l'époque où on a créé Allez les filles. Et il y avait plein de filles qui me disaient comment ça se fait, Francis, parce que bon, elles n'avaient pas l'impression que j'étais comme ça, très certainement. Comment ça se fait que les mecs dans la culture sont aussi cons que dans les autres métiers de la vie? Et donc, peu à peu, moi, j'avais un nom qui s'appelait Allez les filles. C'était une chanson des Tugs. Ils en avaient fait un t-shirt et je trouvais que c'était un bon nom. Et je me suis dit, la prochaine fois que je fais une association, elle s'appellera Allez les filles. Et donc, toutes ces filles, toutes ces copines qui me parlaient de leur ressenti dans la vie. Donc, c'est pas du tout nouveau, hein, ces choses-là. Hein, ça existe depuis la nuit des temps, hein, je devrais dire. Depuis Adam et Ève, ça existe, ces histoires. Et donc, voilà comment on a monté Allez les filles. Tu l'as monté avec qui? Mais avec des filles. Oui. À cette époque-là, j'avais fait une loi. Il n'y avait que moi qui était du sexe masculin. Tout le reste, ça devait être des filles, et bien des filles qui travaillaient dans la culture. Il y avait ma coéquipière de Barbey à l'époque, qui s'occupait de la com, Nathalie Jaffray. Il y en avait qui ne voulaient pas être nommées parce qu'elles pensaient que ça les gênerait dans leur travail, mais elles nous soutenaient quand même. Il y avait des filles qui faisaient du théâtre, il y avait des éclairagistes, il y avait de tout, quoi. Et donc, on a essayé de faire des concerts d'une manière différente des autres. C'est-à-dire, de quelle manière? Au début, d'abord, on n'a pas fait que des concerts. La première chose qu'on ait fait, c'était un calendrier d'hommes à demi nus. En avance sur les rugbymen, déjà. Hein? En avance sur les rugbymen. Non, on était nus, mais on avait le droit de choisir un objet pour cacher, pour être convenable, qui devait servir de cache-sexe. Voilà. Donc il y avait Laurent Lafargue qui avait choisi un ballon de rugby. Moi, j'avais choisi un cœur avec des têtes de mort. Voilà, on était plusieurs. C'était aussi des gens qui étaient dans la culture et ou qui tenaient un bar ou qui faisaient un label, comme Laurent Lafargue. Après, je ne me rappelle plus trop du reste. Il y avait Vincent Delmas aussi.
Vous l'avez monté en quelle année, Allez les filles, du coup? Bah, ça s'est échelonné sur... l'idée a dû démarrer en 80... L'idée a démarré vers 95 et ça a dû voir le jour vers 96. Ah, c'est bientôt les 30 ans. Ouais. Moi, je fête pas les anniversaires, mais... parce qu'on a suffisamment de matière pour pas avoir à fêter les anniversaires. Mais bon, des anniversaires de longévité, j'en ai plein. Ben, je suis arrivé au Luxor en novembre ou décembre 94. Non, 84, donc ça fait 40 ans aussi que je travaille dans des lieux de perdition. Non, c'est pas vrai, c'est pas des lieux de perdition. En fait, c'est les gens qui n'y vont jamais le croient. Mais en fait, c'est des lieux formidables. Sinon, je ne serais pas resté aussi longtemps. Et ouais, des anniversaires. Je pense que ça fait 60 ans que j'ai acheté mon premier 45 tours. You Really Got Me par les Kings. Excellent morceau. Et je vous propose un second intermède musical avec la chanson Wailing of Love du groupe Hot Flowers, toujours un groupe bordelais. Happy freedom.
Alors du coup, Allez les filles se monte en 1996, mais à ce moment-là, vous n'avez pas de local encore. Vous faites des concerts dans d'autres clubs, c'est ça? Au Jimmy? Ouais. Le premier concert qu'on ait fait, c'est avec Petit Vaudeau, Place Saint-Michel, un dimanche, au milieu des brocanteurs, sans demander aucune autorisation à personne. Petit Vaudeau est venu jouer gratuitement. Et nous, on a acheté 2 bouteilles de Ricard. On a offert le Ricard aux gens et aux brocanteurs. Comme ça, personne n'a porté plainte. Ça, c'est le premier concert qu'on ait fait. Mais je ne sais pas quand est-ce que c'est. Je pense que c'était en 95 ou 80, je sais pas. 96. Peu importe. Et après, du coup? Et après, le premier concert qu'on ait réellement fait dans une salle, ça devait être en octobre 96. Je ne me rappelle pas les noms des groupes. Faudrait que je les ai sous les yeux. Non, mais c'est pas grave. En tous les cas, le groupe de première partie, dedans, il y avait Benoît Guérino et Alexandre Rocher. D'accord. Mais alors, à ce moment-là, vous n'avez pas de local, vous faites des concerts dans les clubs existants, c'est ça? Bah, au Jimmy, Ouais. en fait. Ah, parce que tous les autres ont fermé. Non, on en a fait au Jimmy, je sais pas, où... On en a fait au Jimmy. Quand le Jimmy a fermé, on a atterri au CAT. Le Jimmy, ça a fermé vers 98, 99, Oh non, je pense que ça a dû fermer en 2000. On en a fait à Barbet aussi, que je venais de quitter, fin 2000. Et au CAT... Le CAT, c'était vers la rue Bourbon, vers les Chartrons, non, c'est ça? La rue parallèle, rue de la Faïencerie. Ah oui, rue de la Faïencerie. Il n'y avait personne. C'était désertique. Les gens avaient peur d'y aller. On a fait des trucs formidables là-bas. Il y a le Sonart aussi qui s'était monté vers cette époque-là. Et bien après, on s'est embrouillé avec le CAT. On est parti au Sonar. Il y a eu le Sonar. On en a fait aussi à Eysines. Déjà à l'époque, c'était pas le Eysines Goes Soul encore. Si, Eysines Goes Soul 2002. D'accord. Est-ce que ça existe depuis combien de temps, cette manifestation? Eh bien, ça va faire 22 ans. D'accord. C'est un anniversaire. 22, v'là les flics. Non. C'est d'ailleurs, je dis ça, mais ça faisait peut-être 15 ans qu'existait Eysines Goes Soul. Et pendant un concert, on a vu arriver la police qui vient vers moi et qui me dit « Mais qu'est-ce que c'est que vous faites là? Vous avez une autorisation ?» Il y avait peut-être 8000 personnes, hein, un truc comme ça. Ben, c'était incroyable. Je lui ai dit, je pense que quand il y a 8000 personnes, elle a demandé une autorisation. Et donc, je l'ai renvoyé sur la responsable de la mairie. Parce qu'à Eysines, ouais, on a toujours eu affaire à des responsables. Mais en fait, nous, les personnes qui nous ont aidés, en règle générale, à aller les filles, sont toujours des femmes. Mais alors, à quel moment vous avez le local dans Bordeaux Centre? Avec cette cave En 98, on a loué ce lieu-là et on en a fait notre bureau. Et en dessous, il y avait une cave et on a fait qui était un endroit dont tu me parlais tout à l'heure avant qu'on commence l'interview, un peu chargé d'histoire. Oui, on l'a appris bien plus tard que c'était, paraît-il, la maison du procureur du roi. Donc, un endroit pas très sympa. Avant d'être un club de jazz. Et après, c'est devenu bien long, quelques centaines d'années plus tard, c'est devenu un club de jazz qui devait s'appeler Les Argentiers et dans lequel il y avait des groupes qui venaient jouer, mais aussi il y avait des bœufs. Et il y a plein de musiciens très célèbres qui sont venus jouer là.
dont Michel Legrand, dont les musiciens de Miles Davis. Parce que aussi, faut dire une chose, c'est qu'à un moment donné, quand Musique de Nuit était un peu dans la dèche, ils ont le propriétaire... Enfin, ceux qui s'occupaient des argentiers lui ont prêté ou loué pour un petit prix un local pour qu'il en fasse son bureau. Donc il y a eu Duval à un moment donné qui a traîné dans ce coin. Mmh. Patrick, du coup. Patrick. Et d'ailleurs, ça m'amène à une question. J'ai l'impression qu'il y a un lien particulier à Bordeaux avec la musique, justement, rock, alternative. Peut-être que c'est une fausse impression de ma part, hein, mais... Moi, je pense que c'est une fausse impression de ta part. Il n'y a pas... Bordeaux, moi, je trouve que c'est une ville de ringards. Bah, bon, je sais pas, là, je sais que j'ai un livre mais bon, comme c'est une ville de ringards, j'ai ma place parce que l'alternative, c'est pas... je suis l'alternative à la ringardise. Parce qu'à Bordeaux, comme d'ailleurs dans toute la France, ce qui intéresse les pouvoirs publics, c'est la culture scolaire. Donc, ça veut dire que tous les êtres humains sont condamnés à n'avoir droit qu'à la culture scolaire toute leur vie. Donc, d'aller à l'école toute sa vie. Et moi, j'aimais pas l'école. Donc, ça m'a été facile de créer des alternatives à cette forme de fascisme amical qui est fait pour notre bien, car écouter du Mozart ou du Beethoven, c'est pour notre bien, mais pas pour le mien en tout cas. Faut dire que nous, à l'école, en lisant l'interview de Calvez, ça a été un peu la même chose pour lui. Pour lui, à l'école, le prof le plus chahuté, au lycée, le prof le plus chahuté, c'était le prof de musique. Parce que bon, nous, à l'époque où j'allais au lycée, c'était l'époque des yéyés. Donc... il y avait eu Johnny Hallyday qui était passé par là et ça avait été un tremblement de terre, hein, quand même. Johnny Hallyday en France, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais tous ces gens-là, les chaussettes noires, les chats sauvages et tout ce qui a suivi, ça a fait gigoter pas mal les jeunes et c'est là où, à ce début-là, où il y a eu où les adolescents ont eu le droit d'avoir une culture qui était complètement différente de celle de leurs parents. Pour un assez grand nombre. Parce qu'avant, dans les années 50, c'était juste ceux qui avaient le droit d'avoir une culture adolescente, c'était des fils relativement de nantis. Là, dans les années 60, avec la période du yéyé, c'était les gens des banlieues qui vivaient. Moi, je vivais dans un HLM quand j'allais au lycée. Et tu mettais pas de jean? Ça nous serait jamais venu à l'idée de mettre un jean pour aller à l'école, au lycée. C'est une petite anecdote que tu m'avais racontée il y a quelques années à propos du jean. Personne ne mettait de jean. Ouais. On avait un pantalon en tergale ou en laine avec un pli. C'est qu'après 68 que c'est arrivé le jean à l'école. Bon, du coup, on refait un bond dans le temps pour en revenir à Aller les filles. Mais alors, voilà, vous avez ce local du coup vers 98, c'est ça? Et à ce moment-là, vous faites des concerts dedans ou pas encore? Non. Là, c'était juste un bureau. C'était notre bureau et on faisait comme on perdait beaucoup d'argent sur les concerts. L'alternative coûte cher. On ouvrait tous les week-ends et on faisait des sessions DJ.
Et on vendait à boire pour renflouer les caisses. Hein. On était tous bénévoles. C'était comme ça. Tout le monde l'acceptait. Ce qui a perduré pendant longtemps, justement. Ça a perduré pendant longtemps, oui, bien sûr. Dans ce laboratoire. À l'époque, c'était pas vrai. Enfin, c'était un laboratoire. C'est un laboratoire parce que en étudiant les réactions des gens, des gens, de nos copains, de nos amis, et puis des gens qui venaient là, qui avaient adhéré, mais qu'on connaissait pas particulièrement, ça nous a inspirés. Parce que, comme je te l'ai dit, en fait, je ne décide pas tout seul de tout seul, en fait. Mais les gens ne s'en... C'est incroyable, les gens ne s'en rendent pas compte, moi, le fait que j'ai fait jouer Fugazi, s'il n'y avait pas eu Vincent Muel, qui était un copain, j'aurais certainement jamais fait jouer Fugazi. Hein. Et Corinne était avec toi depuis le début, quand tu avais monté l'association aussi ? Non, elle est arrivée... Corinne est arrivée quand on a eu ce local, parce qu'elle avait une troupe de théâtre, et donc la troupe de théâtre venait répéter à la maison, et jouer des pièces aussi à la maison. Ça, je ne me rappelais plus. Bon, après, moi, j'en ai tellement fait. On a fait tellement de choses que je ne me rappelle pas toujours de tout. Des fois, il faut en parler pour se rappeler. Donc, il y avait effectivement du théâtre à la maison. Il y a même eu des soirées drum and bass, des après-midi drum and bass le dimanche après-midi. C'est un peu plus tard, ça, du coup, j'imagine. Non, c'était à peu près en même temps. Ouais. Donc vers la fin des années 90, début 2000. Voilà. Ok. Ouais. Après, moi, j'ai travaillé au Dorémy. Hein. Il y avait 2 clubs électro à Bordeaux. Il y avait le Chat Bleu, sur les quais, et il y avait le Dorémy, et ces 2 endroits ont été fermés par la police. Hein. Ah ouais ? C'est pas la police qui a eu l'idée de les fermer. Ouais, hein. ouais. Faut pas... les policiers sont souvent plus intelligents que les hommes politiques. Hein. Ou que les commerçants, les autres commerçants envieux et jaloux. Alors du coup, allez les filles, là à ce moment-là, donc tu me dis vous tournez à Barbet, au Jimmy, et à chaque fois qu'un endroit ferme, par exemple, paf, il y a des autres endroits qui se montent pour faire d'autres concerts, parce qu'on parlait du Sonart tout à l'heure. Comment tu vois maintenant, justement, on en parlait brièvement tout à l'heure, mais la culture actuelle à Bordeaux, sur les musiques alternatives, les lieux aussi. Moi, j'ai l'impression que les lieux ferment les uns après les autres. Alors, tout à l'heure, tu me disais, il reste quand même celui-ci, il reste comme celui-là. Il reste pas grand-chose. Ouais. Après, de toute façon, faut bien se dire une chose, c'est que les hommes d'affaires ont beaucoup investi dans la musique. Et donc, la diversité, eux, ça les branche pas. Hein. Eux, ils veulent qu'il y ait le moins de diversité possible, parce que quand ils font un truc, il faut que ça rapporte, quoi. Donc, la diversité musicale, ça les branche pas. Donc, il y a aussi le fait qu'il y a l'Arena, hein, ça enlève beaucoup de public, malgré tout, au petit lieu, parce que l'argent pour aller au spectacle, là, c'est à peu près la même somme. Si on additionne tous les gens qui habitent dans la région, c'est tant d'argent. Et après, si les gens dépensaient 80 balles pour aller voir Weekend ou Mylène Farmer ou je ne sais quoi, ou Dépêche Mode... Ouais, ils les mettront pas pour aller voir un petit concert. Ils les mettront pas pour aller voir un concert. Après, à Mylène Farmer, je pense que je connaissais des gens qui y ont été. Hein, et à Dépêche Mode, je connaissais plein de gens qui y ont été. Ah, j'y étais. À Dépêche Mode. Moi, il faudrait me payer pour aller voir un concert au stade municipal. Mais bon,
Après, chacun voit midi à sa porte et après, j'interdis pas aux personnes. J'ai pas le désir d'interdire rien aux autres. Hein. Est-ce que tu penses que Mais ça joue, malgré tout. Comment ? Ça joue sur le budget du public. Mais tu penses qu'il y a une volonté, justement, on parlait des politiques, de faire fermer les lieux, là, comme ça, petit à petit, ou... Non, je pense pas qu'ils aient de volonté. Je pense qu'ils comprennent pas grand-chose à la culture populaire. Hein. Sinon, ils donneraient pas autant d'argent à la musique scolaire. Forcément. Et je vous propose un 3e intermède musical avec une chanson parfaitement à propos qui s'intitule « Scutigère flamboyant versus rat de bureau » du groupe bordelais Chocolat Billy. Sur un texte trouvé au Novo à Bordeaux, Scutigère flamboyant versus rat de bureau. Ça fait un moment que les autorités viennent checker nos caves pour y voir ce qu'elles veulent voir, qu'il faut les fermer. Ces caves pour nous sont des puits où on boit, où on se rencontre, où on se cause, où on danse. Nous nous rencontrons sous la peau de la ville, en quasi-secret, en petit comité. Il faut pas se fier au petit nombre que nous sommes. Nous avons une énergie hors norme, une capacité à tout foutre par terre, sans limite. Ici, on ne parlera pas de culture ni d'art, mais de sens, de monde qu'on invente, du monde qu'on détourne, de bataille quotidienne face à la fadeur mortelle des rues vides. C'est une profonde histoire de penchant. On s'est penché vers la cave, et la cave s'est renversée sur nous. Les autorités viennent dans nos puits, nous parlent de normes de sécurité. Mais bordel, on nous laisse y risquer nos vies. Nous on se permet pas de venir à la mairie critiquer la déco. On vient pas chez les flics leur dire comment cuire un poulet. Mais peut-être qu'on devrait. Nous, les habitués des caves, bronzés, lustrés par un genre de soleil que les banquiers ignorent, n'avons rien à voir avec ces raclures. Il n'y a aucun compromis possible avec eux, parce que derrière le mot compromis, il y en a un autre qui clignote, énorme, qui vibre et fait de grands bruits, c'est ENTUPE. Si leurs petits papiers viennent obstruer la libre circulation de nos musiques, de nos ivresses, de nos venues au monde, nous viendrons jouer, hurler, saccager leur salon, leur place, leur petite vie de radin, de mesquin, leur petite vie de merde. C'est intolérable de laisser la ville aux mains de ceux qui n'y vivent pas. Nous l'avons et la garderons. Et alors j'ai une autre question qui me vient. Relâche. Comment a germé cette idée aussi de relâche donc au sein du collectif, puisque tu me dis que les idées viennent pas toujours de toi. Comment a germé l'idée de ce festival relâche itinérant sur tout l'été ? Celle-là, elle est venue de moi. Ah. Ah, t'as pas de bol. Bon, c'est pas grave. Elle est vraiment venue de moi. D'abord parce que
moi, je m'en vais pas en vacances. Parce que le meilleur mois à Bordeaux, c'est le mois d'août. C'est-à-dire que quand les propriétaires de la ville ne sont plus là, les prolos sont en paix. Et donc, c'est le mois le plus agréable qui soit à Bordeaux. Donc, je restais à Bordeaux, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis après, quand je travaillais au Jimmy, ou quand je travaillais au Faucon Maltais, c'était des lieux qui étaient ouverts en été. Donc, je savais bien qu'il y avait moins de monde qui venait, mais il y avait quand même des gens qui avaient envie de sortir dans des lieux fermés et voir des concerts. Et puis, il y a eu cette annonce, même si ça m'importe assez peu, mais Bordeaux a été nommée ville UNESCO, donc je me suis dit que ça allait mettre en valeur l'architecture de notre ville, que je savais apprécier par les groupes étrangers, parce que comme j'ai fait jouer des centaines de groupes américains, je savais qu'ils me disaient tous, mais alors vraiment absolument tous, « Oh, Bordeaux, c'est une super belle ville. » Mais que ce soit Juppé ou Feltès ou les autres, ils ne les connaissaient pas et ils ne savaient pas que les gens d'ailleurs appréciaient forcément cette ville-là. Donc je me suis dit qu'avec le label UNESCO, ça allait amener des touristes. Label qui est arrivé au début des années 2010, hein, c'est ça ? Non, ça doit être 2008. Ah ouais ? Je pense. Et un jour, je mangeais avec un copain et une copine, un lundi soir à la tanière, il y a bien longtemps, parce que je buvais encore du vin. Et il y en a un de nous trois qui a dit « Je me demande ce qu'il faut faire pour avoir des subventions. » Et alors, on a brodé tous les trois autour de ça. Et moi, avec le vin aidant un peu, j'ai eu l'idée de faire des concerts dehors, relâche, puisque bon, nous, on en faisait déjà des concerts dehors. Ça devait être en 2008 ou 2009, cette discussion. Mmh. Donc, on en faisait au moins un, puisque c'était Zingo Soul, et ça faisait 7 ans qu'on le faisait. Donc, on était entraînés, on savait ce qu'il fallait faire, on avait l'organisation. Après, fallait en faire plus. Petite parenthèse, mais comment tu t'es retrouvé à faire Zingo Soul, justement ? Eh bien, Zingo Soul, comment je me suis retrouvé à faire Zingo Soul ? C'est encore une longue histoire. J'avais rencontré au Chat Bleu Mélanie Bedzen et Delphine Fortunato. Mélanie Bedzen était la fille de la patronne du Chat Bleu de cette époque. Et je buvais un verre avec elle. Et on discutait, et puis Mélanie venait d'être nommée chef de la culture à la mairie de Bègles, et alors je lui ai dit, nous on s'appelle Allez les filles, vous êtes des filles, pourquoi on fait rien avec vous ? À Bègles ou à Eysines ? À Bègles. D'accord, ok. Moi, c'est toujours ma première ville, c'est Bègles. Et donc... Elle me donne un rendez-vous pour aller à la mairie de Bègles et puis on a essayé de faire des choses avec elle et on a réussi d'ailleurs à faire des choses ensemble. On a fait des concerts à la salle d'Alteil et puis on a fait aussi des concerts au parc de Mussonville avec Delphine Fortunato qui m'avait... lâché une partie de la programmation et on avait fait un truc bon, je m'en rappelle plus. Et alors Zingo Soul, du coup ? Et donc Mélanie est partie, donc c'est Delphine qui s'est retrouvée responsable, je pense, de la culture à la mairie de Bègles, et puis un jour elle est partie à Eysines. Et donc à Eysines,
À Eysines, on avait fait un truc à Eysines, on avait fait jouer Jon Spencer Blues Explosion à Eysines parce que je trouvais pas de salle nulle part et j'avais appelé Patrick Duval, il m'a dit t'as qu'à appeler Eysines, et il m'a donné le numéro de téléphone et j'ai appelé Eysines et ils ont accepté qu'on fasse un concert de Jon Spencer Blues Explosion à la salle du Vigeon. Et donc, on a commencé à avoir des rapports avec eux. Et on avait fait jouer en décembre 2001 Sharon Jones, qui avait marqué les esprits des gens d'ici. Et comme au mois de juin, elle cherchait à chercher des dates, je me suis dit, si on fait un concert de Sharon Jones à l'intérieur, au mois de juin, les gens ils vont pas vouloir venir. Donc, je vais voir si on peut pas le faire à Eysines. Et voilà comment on a atterri à Eysines. Et on a fait Eysines-Gossol, là. Et depuis, ça a perduré. En 2002. Et depuis, ça a perduré. Et alors, en relâche, du coup, tu bois du vin, vous êtes à la tanière. Et il y a un des deux autres qui me disent « Faudrait que tu choisir un nom en français. » Alors moi, je dis « moi, le nom qui me vient à l'idée, c'est Day Off. » Alors, on va appeler ça Relâche, parce que Relâche, c'est Day Off en français. Voilà, et puis comme les groupes sont moins chers les jours où, en principe, ils ne jouent pas, et qu'on n'avait pas d'argent, eh bien, voilà, ça collait avec l'histoire du nom et tout ça. Et là, Relâche, maintenant, ça fait combien de temps ? Là, c'est la 15e édition. Année. Ouais, ça a commencé en 2010. Et là, on est en 2014. Mais quand ça commence en 2010, ça veut dire que tu le prépares en 2009. Ouais, bien sûr. Évidemment. T'as fait jouer combien de groupes avec Relâche depuis ? Moi, je compte pas. Tu comptes plus ? Non. Je n'ai jamais compté. Je compte pas les dates d'anniversaire ni rien. Moi, je suis mon inspiration, en fait. Tant qu'il y a de la musique qui m'inspire, qui me donne envie... que ça me donne envie de la faire écouter aux autres. Et t'estimes à combien le nombre de visiteurs, spectateurs qui viennent à chaque fois sur... J'en sais rien. Ouais. Il y en a de moins en moins parce qu'en fait, comme on est passé au petit payant... Ah oui. Ça diminue, le nombre. Mais la qualité est meilleure. Et puis il y a moins d'endroits aussi, non ? Parce qu'il n'y a plus le parc aux Angéliques. Maintenant, ça se fait principalement à Dombedos, non ? Là, cette année, c'est principalement on fait Dombedos surtout. Pour faire du petit payant, c'est encore le mieux. Le Quai des Sports, une date dans les jardins de la Cité du Vin, une date à Eysines et une date à Ambarès. Voilà, et une date à La Rochelle. À la Sirène ? Oui, d'accord. La Sirène se relâche. Ok. Vous faites ça quand ? Le 21 juin cette année. En même temps que la fête de la musique ? Oui. D'accord. Ça sera payant. La fête de la musique à La Rochelle sera payante. Ok. Gratuit pour les adhérents, mais payante pour les autres. Il y aura Ty Seagal et Disco Punk, un groupe suédois, et un groupe australien, Earth Tongue. Et là, il y a combien de pour un festival Relâche, là, à chaque fois, sur une date, vous avez combien de bénévoles à peu près ? Je pense qu'à chaque date, il y en a à peu près 25. Et après, sur l'ensemble de la saison, il y en a entre 100 et 200. Et est-ce que tu peux nous donner quelques noms des groupes qui vont passer cette année, justement ? Ah. Oh, pas tous, hein. J'ai oublié mon papier. Ah. Et il y a un autre événement que tu fais aussi, enfin, c'est pas un événement, c'est plutôt, je sais pas comment appeler ça,
Quand tu vas passer la musique dans le tramway, ça s'appelle le Soul Tram. Ouais. Bah, un événement. Moi, j'aime bien ça, de passer de la musique comme ça au milieu des gens. Ça influence. C'est quelque chose qui est fait en partenariat avec l'opérateur du tramway ou tu vas comme ça tout seul? Non. C'est fait avec la mairie de Bordeaux. Mm-hmm. C'est fait avec une association qui s'appelle Addiction France, où il y a des services civiques qui font de la prévention. Et avec des TBM, évidemment. Et je pense la préfecture, je sais pas quoi. Comment tu t'es retrouvé à faire ça? C'est eux qui t'ont contacté ou? Non, on leur a proposé. D'accord. Et ils ont accepté. Faut dire que le tram, ça doit faire 12 ans que je le fais. C'est incroyable comment la population des gens qui prennent le tram a changé. Qu'est-ce que tu entends par là? Ça a changé, quoi. D'accord. Au début, c'était un peu le bordel. Ça picolait, c'était incroyable, quoi. Du coup, Addiction France, ils ont bien fait le taf. Après, il y a aussi maintenant TBM, un service de sécurité. Après, les transports avec tous les attentats, les ci, les ça, le Covid. Il y a. Les gens de TBM en prennent un grand soin du tram. Après, c'est bien aussi que les gens puissent circuler et c'est sans reçu... avoir de problème. Quand tu fais ça, là, c'est reçu comment par les usagers du tramway, justement? C'est bien accueilli? Ils viennent te voir? Tu discutes un peu avec eux? En général, la discussion n'est pas très longue. Oui. C'est pas des grandes discussions philosophiques, mais oui, les gens... Après, moi, je passe de la musique en regardant les gens. Je passe pas du punk, non plus. C'est plus large. Ouais. C'est assez large, ce que je passe. Mais ouais, tu sens que ça plaît, quoi. Il y a des sourires qui se dégagent, quelque chose. Après, si les gens ont envie de me frapper, si les gens écrivent à TBM, mais qui c'est ce cinglé là qui passe, ça le fait pas. Et puis après, l'intérêt, c'est de s'adapter. Après, moi, je passe des choses qui me plaisent, mais je passe des choses aussi qui peuvent être à la fois très grand public. Je peux passer Je t'amène au vent de Louise Attaque. Mm-hmm. Bon, après, je vais te dire une chose, je les ai fait jouer plusieurs fois, Louise Attaque. C'est vrai? Oui. Le numéro 1 dans le tramway, c'est Manu Chao. C'est lui qui fonctionne le plus chez les jeunes? Chez tout le monde. C'est vrai? Ouais. C'est incroyable. Si tu sais pas quoi mettre, tu mets Manu Chao. C'est pas compliqué. Moi, après, je vais te dire une chose, j'adore Clandestino. Je n'ai jamais eu marre de l'écouter. Et du coup, j'avais une dernière question. Les Dancing in the Street. Parce que ça aussi, c'est un peu j'ai l'impression que c'était devenu aussi un événement dans l'événement au sein du Festival Relâche. Ces dates où, notamment sur la place à Saint-Michel, 3 DJ, on va dire 3 salles, 3 ambiances presque, et où vraiment ça danse pendant plusieurs heures. Quoi. Alors, est-ce que déjà c'était une petite référence à Martha and the Vandellas? C'est une référence. Hein. Moi, toutes mes références sont musicales. Hein. Après, de toute façon, en fait, Dancing in the Street, c'est né à la maison. Et puis, aussi, on avait contacté plein de fois la mairie de Bordeaux pour essayer de faire qu'ils nous aident, et puis ça n'avait jamais marché. Et puis est arrivée une jeune femme qui s'appelait Marie Lemoyle, qui est venue
travaillait à la culture de la mairie de Bordeaux. Et c'est elle qui nous a contactés en nous disant « Nous, ça nous intéresse à la mairie de Bordeaux ce que vous faites. » Elle arrivait de Paris. Mais elle travaillait chez un distributeur de labels dont on faisait jouer beaucoup de groupes. Et en fait, je pense qu'elle a connu les filles de Paris à travers ces actions-là. Et que quand elle est arrivée à Bordeaux, sa première idée, ça a été de nous contacter et donc de nous aider en nous donnant un peu d'argent, bien sûr, toujours d'une manière insuffisante, mais bon. Il n'y a que la culture scolaire qui ait droit à beaucoup d'argent. Comme nous, on est la culture alternative, on n'avait pas droit à grand-chose, et donc, vu ce qu'ils nous donnaient, moi, personnellement, j'ai jamais fait de prévisionnel de ma vie, sauf quand je travaillais à Barbet. Donc, on s'est lancé comme ça, sans rien savoir, on a foncé tête baissée. Et ça faisait que, vu ce qu'ils nous donnaient, on pouvait faire 4 ou 5 événements vaguement évalués à la louche. Et on trouvait que ça faisait pas beaucoup pour dire que c'était quelque chose d'ampleur. Et comme à la maison, on faisait danser les gens, on s'est dit, tiens, on pourrait les faire danser aussi dehors, comme Martha and the Vandellas, Dancing in the Street. Et donc, on a rajouté une dizaine de dates avec des Dancing in the Street, ce qui faisait qu'on avait un événement qui pouvait tenir tout l'été. Il y avait, je sais pas moi, entre 15 et 20 dates. Ça nous semblait bien, et voilà comment est né Dancing in the Street. Et après, on l'a fait évoluer de plein de manières. Et puis là, on sent que la mairie actuelle n'a pas envie qu'on aille faire des Dancing in the Street sur toutes les places de la ville de Bordeaux. Ah. Et donc, on a arrêté. Et puis, de toute façon, comme maintenant, à la maison, il n'y a plus personne qui danse, eh bien, on a arrêté. Il n'y a plus de danse. Pour l'instant. Bon, eh bien, sur ces paroles, Francis, je voulais te dire un grand merci d'être venu pour répondre à ces questions. Et je te remercie de nous avoir partagé toutes ces histoires. De rien. Merci à Matt Bauer pour le générique, à Marie Savigna pour la prise de son, le montage et le mixage, et un grand merci du fond du cœur à Francis Vidal. On se quitte en musique avec la chanson Rock'n'Roll Healer du groupe bordelais Alexis Evans. Vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de streaming préférées et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le référencement. Now that you've come my way, baby, never been any more proud of the way you've been acting lately, and it made no sense turning round. Say no. You make the good and the bad look after each other, never push a poor man down. You bring me happiness in time when I'm in trouble, so down. You make the sun shine a bit brighter. Now that you understand it, baby, you made the clown get it together, and I sure hope it's gonna last. You make everything alright. You keep my head out of the water. Say. Oh, she keeps my head out of the water. Come on, sing it with me. Keep my head out of the water. Oh, yeah. Some kind of healer. Some kind
just one man. Now that you understand it, baby, you made the clown get it together. And I sure hope it don't last. You make everything alright. You keep my head out of the water. Say it, say it, say it, say it. Wanna show you how it goes. Are you ready? Say it now. Oh yeah. Let's wanna move.